Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat et ravi de vous accompagner pendant 1h30 pour votre rendez-vous avec toute l'actualité politique, parlementaire et l'information dans vos régions. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste et désormais président du mouvement Nouvelle Société. Dans le Club des Territoires, nous parlerons des élections législatives avec les premiers résultats pour les Français de l'étranger et de nombreux duels entre la majorité présidentielle et la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Pour commencer, nous serons avec Loïc Hervé, le sénateur centriste de Haute-Savoie, et on parlera sécurité avec notamment cette question: l'usage des drones par les forces de l'ordre est-il un atout pour notre sécurité ou une menace pour nos libertés? Mais d'abord, les repères de l'actualité de ce mardi 7 juin. Journée de mobilisation aujourd'hui pour le personnel soignant partout en France face à la crise de l'hôpital. Les syndicats réclament des hausses de salaire et d'effectifs sans attendre le résultat de la mission d'information lancée par Emmanuel Macron. Les explications de Pierre-Henri Holderbaum. Plus de rustine. À quelques jours des législatives, un nouvel appel a été lancé par 9 syndicats et collectifs hospitaliers dans une 50aine de villes en France. Ils réclament une revalorisation des salaires et des moyens pour les établissements de santé. Des rassemblements qui n'attendent pas les résultats de la mission Flash sur les services d'urgence annoncés par Emmanuel Macron lors d'un déplacement dans la Manche. Et ceci, à partir de la fin de l'été, sera décliné dans chaque territoire. C'est-à-dire au niveau, si je puis dire, d'un bassin de vie, je l'évoquais tout à l'heure, qui correspond généralement à nos intercommunalités. On a environ 1200 bassins de vie. Une mission pilotée par François Braun, chef des services du CHR de Metz et Thionville, qui devrait être rendue au plus tard le 1er juillet. À ce jour, on estime à 120 le nombre de services d'urgence forcés de limiter leur activité, faute de soignants. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette mission flash est un mépris pour la profession. Macron crée une mission flash sur l'effondrement du système des urgences à l'hôpital. Confirmation, Olivier Véran était nul. Confirmation, l'actuel ministre ne sert à rien. Face à la crise de l'hôpital, d'autres comme Marine Le Pen appellent à réintégrer les soignants non vaccinés. Des mobilisations sont attendues à travers la France, comme à Grenoble, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse ou encore en début d'après-midi à Paris, devant le ministère de la Santé. Et notez que ce soir, le Sénat auditionne François Braun, le médecin à qui Emmanuel Macron a confié cette mission d'information flash sur la crise de l'hôpital. Une audition à suivre à 17h en direct sur Public Sénat. La polémique après ce contrôle de police qui a mal tourné samedi à Paris. Des policiers ont ouvert le feu sur une voiture qui avait refusé d'obtempérer et qui leur fonçait dessus, selon les policiers. Une femme à bord de la voiture est décédée des suites de ses blessures. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé ce week-end, je cite, la peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a répondu en estimant qu'insulter les policiers déshonorait Jean-Luc Mélenchon. Et quant au syndicat de police Alliance, qualifié de factieux par le leader de la France Insoumise, eh bien ce syndicat va porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. Les intempéries de ce week-end et les violents orages qui ont touché 65 départements sur le territoire. L'État annonce une série de mesures de soutien, état de catastrophe naturelle décrété, prolongation de prêts garantis par l'État et allègement de fiscalité pour les cultivateurs touchés. Boris Johnson sauve sa tête. Le Premier ministre britannique est sorti vainqueur hier soir d'un vote de confiance décisif au sein de sa majorité conservatrice. Boris Johnson était fragilisé par l'affaire du Partygate avec ses fêtes organisées à Downing Street pendant le confinement. Les explications de Sandra Sercara. Boris Johnson sauve sa tête. Le Premier ministre britannique sort vainqueur d'un vote de confiance décisif au sein de sa majorité conservatrice après des mois de scandale du Partygate. Les fêtes arrosées organisées à Downing Street pendant le confinement. 211 députés conservateurs ont voté en sa faveur contre 148 favorables à son départ lors d'un vote à bulletin secret. Il reste ainsi leader du parti et garde son poste de chef du gouvernement. Boris Johnson s'est dit heureux du résultat. J'ai beaucoup plus de députés qui me soutiennent maintenant qu'en 2019. Je pense que c'est un résultat convaincant, un résultat décisif, qui nous permet d'avancer, de passer à autre chose et de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. C'est exactement ce que nous allons faire. Grâce à ce vote, Boris Johnson ne pourra pas être visé par une motion de défiance pendant 1 an, mais son autorité risque d'en sortir considérablement affaiblie. Le chef de l'opposition travailliste a estimé que Boris Johnson est totalement inapte à la fonction. Fin 2018, Theresa May avait survécu à une motion de défiance avant de démissionner quelques mois plus tard.
trop fragilisé pour diriger. La guerre en Ukraine et les tensions qui s'intensifient autour du blé ukrainien. Les États-Unis estiment désormais que la Russie vole le blé ukrainien prévu pour l'exportation dans de nombreux pays du monde, mais un blé qui est pour l'instant bloqué par ce conflit. Et puis on finit par du football avec hier soir la France qui fait match nul un partout contre la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations. Les Français avaient ouvert le score mais ont été rattrapés dans les dernières minutes du match. Et on commence avec le sénateur du jour. Bonjour Loïc Hervé. Bonjour. Vous êtes sénateur centriste de la Haute-Savoie, conseiller municipal de la commune de Marnat. Vous êtes également président délégué de l'Association des petites villes de France. Et au Sénat, vous occupez le rôle de secrétaire de la Haute Assemblée. On va commencer par évoquer la crise de l'hôpital avec une journée de mobilisation aujourd'hui partout en France. Et d'abord sur le constat, les syndicats, les collectifs de soignants le disent, si on continue avec cette situation et la fermeture de services des urgences, eh bien on va, je cite, compter les morts. Est-ce que la réponse du gouvernement est à la hauteur ? La réponse du président de la République, plus que du gouvernement, c'est de créer une mission flash, alors même que le Sénat avait déjà travaillé sur la question et qu'un rapport très contemporain est à la disposition de l'exécutif. Deuxièmement, nous sortons de la crise Covid, nous essayons de sortir de la crise Covid et nous trouvons un hôpital public dans un état absolument épouvantable. Donc les mesures doivent être prises rapidement pour endiguer une crise des vocations dans les hôpitaux parce qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui à trouver des soignants pour travailler dans les services hospitaliers, en particulier dans les services d'urgence. On est à quelques semaines maintenant des vacances d'été, et donc effectivement, quand on entend et qu'on écoute les soignants sur le terrain, même dans le territoire que vous évoquez, à savoir la Haute-Savoie, la situation est très préoccupante. Alors, quelle est la solution à mettre en œuvre ? Car l'État a déjà mis sur la table 19 milliards d'euros avec le Ségur de la Santé, avec notamment des hausses de salaire. Il faut aller encore plus loin dans les hausses de rémunération ? Alors, dans le Ségur de la Santé, il y avait un volet investissement, il y a effectivement un volet catégoriel, c'est-à-dire un volet sur la partie salariale. Il faut mieux reconnaître et mieux rémunérer ces métiers-là. Et puis je crois qu'il faut d'urgence se poser la question de la réintégration des soignants non vaccinés. Parce que d'autres pays de l'Union européenne l'ont fait, je pense notamment à nos voisins suisses. Pardonnez-moi, mais moi je suis très concerné par cette réalité-là et aujourd'hui il n'y a pas de difficulté pour ces soignants de travailler et surtout parce que si vous faites l'addition entre les suspendus, ceux qui sont en arrêt maladie, ceux qui sont en congé, ceux qui sont en disponibilité, ben, ce sont des dizaines de milliers de soignants aujourd'hui qui ne travaillent plus à l'hôpital et qui manquent dans les effectifs. Alors, Emmanuel Macron a déjà répondu sur cette question de la réintégration des soignants non vaccinés. Il le dit, c'est un non catégorique. Je le cite, il ne faut pas confondre les difficultés de nos hôpitaux avec la suspension des personnels de santé non vaccinés. On parle de personnels qui ont fait le choix en conscience, contestable sur le plan déontologique, de ne pas protéger les autres. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Pensez-vous que le Parlement ait voté la suspension à vie des personnels soignants non vaccinés? La vaccination pour la grippe, très peu de soignants se font vacciner chaque année. Le Covid, nous sommes en train d'en sortir. La question aujourd'hui, même si le président de la République élude cela en disant que finalement ce sont quelques milliers de soignants qui sont concernés, en réalité c'est ces dizaines de milliers de soignants qui empêchent l'hôpital de fonctionner normalement parce qu'ils sont suspendus et qu'ils ne sont pas dans les effectifs. Moi je trouve que le président de la République, au moment où il vient d'être réélu, ferait bien de jouer plus sur la corde de la confiance et de la concorde dans les hôpitaux plutôt que de jeter de l'huile sur le feu sur des questions qui sont quand même des questions encore sensibles. Beaucoup de soignants sont fait vacciner par obligation plus que par choix. Alors on va évoquer les réformes d'Emmanuel Macron. D'abord un mot sur la méthode qui a été précisée vendredi dernier dans son interview donnée à la presse régionale. Emmanuel Macron qui va notamment lancer après les élections législatives ce qu'il appelle le Conseil national de la refondation qui réunira forces politiques, économiques, sociales avec des citoyens tirés au sort pour réfléchir aux réformes du quinquennat. C'est notamment ce CNR, un clin d'œil au CNR de la résistance, le Conseil national de la résistance qui avait piloté les premières réformes après la libération. Est-ce que c'est une bonne idée d'Emmanuel Macron? Vous savez, dans le CNR de la résistance, il n'y avait pas de citoyens tirés au sort. Et heureusement. Je pense qu'il faut, si on envisage des réformes institutionnelles à court ou moyen terme, laisser cette fonction-là aux représentants du peuple et monter une espèce de commission Théodule à nouveau. On a déjà eu la Convention citoyenne sur le climat. On a bien vu ce que ça donnait en termes de résultats. Moi, je suis toujours très inquiet qu'on invente des choses.
dans une république, on a une constitution, on a un certain nombre de pouvoirs qui ont des responsabilités. Les partis politiques concourent à l'exercice de la démocratie. On n'est pas obligé de monter un système comme ça, a fortiori avec cette question d'un certain nombre de membres qui seraient tirés au sort. Alors là, c'est vraiment encore une fois une invention. Je vous rappelle que dans la Convention citoyenne pour le climat, le taux d'acceptation des membres tirés au sort était de 2%. Donc en termes de légitimité démocratique, même si le mot n'est pas adapté, elle est tout à fait relative. C'est une invention qui ne va pas encore améliorer les relations entre l'exécutif et le Parlement, selon vous ? Non, mais l'Assemblée nationale va être renouvelée dans quelques jours. Le Sénat fonctionne tout à fait normalement. Si demain on doit envisager, je ne sais quoi, la réduction du nombre de parlementaires, parce qu'on va tomber sur ce type de proposition, la proportionnelle, ou dans... Ça concerne toutes les autres réformes sur la santé, sur l'école, les retraites. Mais c'est le boulot du Parlement. Pardon, mais c'est le travail du Parlement, des deux chambres parlementaires. Nous allons avoir une nouvelle Assemblée nationale. Le Sénat est une institution qui fonctionne parfaitement bien. Déjà, même la crise Covid a démontré que le Sénat avait une fonction, y compris de contrôle démocratique, extrêmement efficiente. Faisons confiance aux élus du peuple. Et puis il y a une autre commission, un autre comité, Théodule, comme vous dites, ce serait une commission transpartisane, justement pour uniquement les réformes institutionnelles qui sont portées par Emmanuel Macron, qui veut notamment mettre une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez qu'enfin on va réussir à faire cette réforme de la proportionnelle sur ce quinquennat ? Alors moi, j'estime que la Ve République est arrivée à un moment de sa vie où un aggiornamento important doit être fait. Et vos téléspectateurs le savent peut-être pas, mais il y a des choses qui sont du niveau d'une réforme constitutionnelle. Et puis il y a d'autres choses, notamment le mode de scrutin des députés, qui peut être modifié par la loi simple. Donc là aussi, que les partis politiques soient consultés, c'est tout à fait normal. Ils concourent à l'exercice de la démocratie. Leur rôle est reconnu par la Constitution, mais là aussi, faisons travailler les commissions des lois des deux chambres, qui sont tout à fait fondées et légitimes à travailler sur ces sujets-là. Et attention aux grandes équipes de la Ve République, parce que, à force de la modifier par morceaux, exemple le quinquennat, on s'est rendu compte qu'on allait bouleverser des équilibres beaucoup plus importants. Alors il y a une réforme qui va nécessiter une forte concertation, mais en tout cas le calendrier il est fixé. C'est la réforme des retraites, Emmanuel Macron l'a dit, elle entrera en vigueur à l'été 2023. Est-ce que selon vous c'est le bon calendrier et est-ce qu'il faut rester accroché à cette idée de reculer l'âge de départ à la retraite ? Je pense qu'il est important de faire cette retraite désormais. Cette réforme des retraites désormais. C'est parce que nous avons conscience tous du mur qui arrive, qui est un mur financier et qu'il faut financer, notamment quand les personnes qui sont nées pendant le baby-boom prennent leur retraite. Donc c'est vraiment important de la faire. Il faut un timing plutôt serré, je pense que c'est bien, parce que tout renvoyer à la concertation pendant des années nous aboutira à quelque chose qui ne sera pas opérant. Il y a l'âge. Mais il faut savoir que l'âge, plus on le recule, plus on a des personnes qui sont plus en état de travailler en réalité, au moment où elles prennent leur retraite. Et il y a cette fameuse question de la pénibilité. Moi, je l'aborde sous un angle un petit peu différent de celui qu'on entend habituellement. Je pense qu'on doit réintroduire une appréciation de l'espérance de vie. Je m'explique. Vous n'avez pas la même espérance de vie quand vous êtes agriculteur, ouvrier, quand vous êtes catégorie socio-professionnelle supérieure. Et si vous n'êtes sur une notion de la pénibilité que sur est-ce que c'est pénible ou pas pénible, ça ne marche pas. Il faut réintroduire ce critère de l'espérance de vie pour que simplement les personnes en question puissent profiter d'années de retraite qu'elles ont bien méritées. Donc définir les âges de départ en fonction de données d'espérance de vie sociologique selon les professions. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. L'âge uniforme qui pourrait être de 65 et qui, par exemple, en Suisse est de 67, c'est un âge qui n'a aucun sens sur un plan démographique. Allez, Loïc Hervé, on va parler des questions de sécurité. Vous travaillez beaucoup sur ces questions au Sénat, au sein de la Commission des lois, avec d'abord cette actualité du week-end et ce contrôle de police qui a mal tourné samedi à Paris. Une voiture qui a refusé un contrôle, refusé d'obtempérer, et les policiers ont ouvert le feu, estimant que ce véhicule fonçait sur eux. Une femme est décédée des suites de ses blessures, et l'affaire est devenue politique, avec notamment Jean-Luc Mélenchon qui estime que, je cite, « la police tue » et le groupe factieux Alliance, le syndicat de police, justifie les tirs et la mort pour refus d'obtempérer. La honte, c'est quand ? Ça, c'est le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a entraîné des réactions. Loïc Hervé, est-ce que les responsables politiques doivent se mêler, intervenir sur une telle affaire ?
Les 3 policiers qui ont fait usage de leurs armes, et malheureusement ça a donné lieu au décès d'une des personnes qui était à bord de la voiture, sont en garde à vue à l'instant où on se parle. Donc quand Jean-Luc Mélenchon parle d'impunité, de quoi parle-t-il? Ces personnes sont actuellement entre les mains de leurs collègues, évidemment, et de main de la justice. Donc si ces personnes avaient été relâchées sans enquête, sans aucune suite judiciaire, on pourrait éventuellement peut-être poser des questions. Monsieur Mélenchon est parlementaire. Il peut demander des comptes à l'exécutif au nom du peuple. C'est notre rôle. Et c'est pour ça que nous sommes élus. En revanche, quand l'affaire est très brûlante et que les personnes en question sont entre les mains précisément de l'institution judiciaire, bien, laissons c'est comme le dit dans un certain film, mais laissons la police et la justice faire leur travail et attendons un peu d'en savoir plus sur ce qui s'est passé exactement. Donc, ce type de déclaration et de tweet, en plus qui agresse une organisation syndicale représentative de la police qui est le syndicat Alliance, c'est irresponsable et il le fait évidemment à des fins électorales. Nous sommes à quelques jours de l'élection législative, du premier tour des législatives. Donc il ne fait que ça, il jette de l'huile sur le feu, c'est irresponsable. Il y a un contexte politique évidemment. Évoquons le fiasco du Stade de France de l'organisation de la finale de Ligue des Champions. On va l'évoquer ce matin sous l'angle des drones et on va voir ça avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Alex, bonjour Loïc Hervé. Installez-vous, faites attention au prompteur. Tranquillement. Alors Steve, la semaine dernière, dans son audition au Sénat, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur ce fiasco du Stade de France, eh bien, il a regretté que les forces de police n'aient pas pu utiliser les drones. C'est un sujet, une possibilité pourtant aujourd'hui pour les forces de police. Cette séquence que vous évoquez, Alex, elle est passée un peu inaperçue. La semaine dernière, Gérald Darmanin, effectivement, a détaillé devant les sénateurs les raisons du fiasco du match Real-Liverpool et les équipes de Public Sénat, ces équipes qui voient tout, eh bien, elles ont remarqué cette phrase très succincte prononcée par Gérald Darmanin. Écoutez. Je rappelle que je regrette personnellement que nous n'ayons pas pu utiliser des drones pour pouvoir mettre dans la gestion de la foule plus d'images sur nos sujets, mais nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler dans d'autres circonstances. Alors oui, il existe bien une loi qui autorise le gouvernement et les autorités à utiliser les drones. Il s'agit de la loi du 24 janvier 2022, loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. L'usage de drones avec caméra figure aux articles 15 et 16. C'est une possibilité qui a été accordée aux autorités après un long débat, après un long bras de fer entre le gouvernement et le Parlement, Alex. Et oui, on s'en souvient, notamment autour de la loi sécurité globale. Alors aujourd'hui, dans quelles circonstances ces drones peuvent-ils être utilisés par les forces de l'ordre? Plusieurs situations sont prévues par le texte. Les autorités peuvent utiliser des drones pour assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés. Elles peuvent aussi utiliser ces drones, par exemple, pour assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique en cas de risque de troubles graves à l'ordre public. En l'occurrence, on était peut-être dans le deuxième cas de figure, à en croire les propos de Gérald Darmanin lors de son audition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des limites à l'utilisation de ces drones. Les drones policiers ne peuvent être utilisés qu'après autorisation de la préfecture. Ces drones ne peuvent pas réaliser de captation sonore. Ils ne peuvent pas procéder à une reconnaissance faciale. Et enfin, le visionnage des images par les autorités est limité dans le temps. Il est limité à la durée nécessaire à l'intervention des forces de l'ordre selon ce texte qui a donc été adopté par le Parlement. Loïc Hervé, est-ce que l'utilisation de ces drones aurait changé quelque chose au fiasco du Stade de France, selon vous? Vous savez, c'est une longue histoire, cette affaire d'utilisation des drones, après que la police et la gendarmerie en aient acheté, puis que le Parlement a essayé de réglementer ça dans la loi de sécurité globale. Le Conseil constitutionnel a censuré en grande partie cette loi, donc vous avez raison, c'est la loi du début de l'année qui donne un cadre légal. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça aurait créé un climat ou concouru à un climat meilleur sur l'esplanade du Stade de France? Ça aurait rien changé même dans l'intervention des forces de l'ordre, selon vous? Non, mais j'en sais rien. Mais enfin, il faut démontrer. Il faudrait démontrer. Il faut que le ministre, au-delà d'une phrase laconique, parce que je sais très bien à quoi il pense au texte suivant. C'est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qu'il a déjà présenté en Conseil des ministres, et qui n'a pas pour l'instant de volet image
de police, notamment images de drones. Donc effectivement, on y reviendra. Mais il faut que de manière opérationnelle, on démontre que place de la République dans une grande manif ou que sur l'esplanade du Stade de France, ça a une utilité opérationnelle. Et la CNIL a demandé une doctrine d'emploi. La doctrine d'emploi, elle est dans la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une adéquation, une proportionnalité et une manière d'utiliser ces drones. Et évidemment, ces drones ne peuvent pas rendre la situation encore plus compliquée qu'elle n'est déjà. Imaginez que vous ayez à basse altitude, au-dessus de l'esplanade du Stade de France, des drones qui volent pendant ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans les images à la télévision. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans une logique qui va rendre la situation encore plus simple à gérer. Christian Estrosi demande la reconnaissance faciale pour les JO 2024. Vous y êtes favorable ? Absolument pas. Je suis un opposant ferme à cette notion de reconnaissance faciale parce que ça veut dire qu'il faudrait capter l'image du visage de milliers de personnes, dont l'essentiel sont des gens qui n'ont absolument rien fait, et avoir derrière des algorithmes de reconnaissance qui vont prendre l'image du visage et dire cette image, c'est monsieur ou madame Intel. Et ça, c'est le basculement dans une société à la chinoise. L'occasion fait le larron. À chaque fois qu'on a quelque chose, on se dit « Ah tiens, si on avait eu des drones, si on avait eu la reconnaissance faciale, on aurait réglé le problème. » Moi, je ne veux pas vivre dans cette société-là. C'est tout mon engagement sur les différents textes, même en tant que rapporteur dans cette maison du Sénat, qui font qu'il faut trouver un équilibre. Je ne suis pas contre les drones. Je ne suis pas contre les images de la police, mais il faut les encadrer et préserver comme un trésor ce que sont nos libertés publiques. C'est un héritage qui est extrêmement précieux et on ne peut pas, au profit de grands événements, se dire tiens, on va mettre en place la reconnaissance faciale. Christian Estrosi est très ingénieux et sur ces questions-là, il revient régulièrement à la charge. Bon, de toute façon, sur un plan législatif, mettre ça en place pour 2023, pour la Coupe du Monde de rugby, ou pour 2024 pour les Jeux Olympiques, ça me paraît trop court. Merci beaucoup, Steve. On se retrouve dans le Club des Territoires. Loïc Hervé, on va voir ce qu'il y a dans la presse régionale aujourd'hui, et notamment dans le journal Ouest France. On va retrouver Yves-Marie Robin, journaliste à Ouest France. Bonjour Yves-Marie. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, le quotidien de l'Ouest revient sur les commémorations consacrées au débarquement du 6 juin 1944. Et pour cette édition, aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement. Effectivement, 6 juin 1944, 6 juin 2022, toute la Normandie célébrait hier le 78e anniversaire du débarquement allié, allant libérer la France. Ces cérémonies sont toujours l'occasion de rencontres et de témoignages fabuleux en Manche et en Calvados. Nous consacrons, comme vous l'avez dit ce matin, une page entière à ces commémorations. Si la fête était bien au rendez-vous, elle avait quand même un petit goût amer. Ce 78e anniversaire s'est déroulé en petit format, sans aucun chef d'État et de gouvernement présent. L'impression d'un trou d'air officiel, comme l'écrit notre éditorialiste Laurent Marchand. Ce niveau inhabituellement discret a d'ailleurs suscité une certaine perplexité chez de nombreux participants et observateurs en raison du contexte international. L'Ukraine, poursuit Laurent Marchand, dont l'invasion brutale rappelle justement les mauvaises heures de la Seconde Guerre mondiale, était hier dans tous les esprits. La présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui s'achève le 30 juin, aurait offert un cadre favorable à une initiative diplomatique entre Européens au moins. Pourquoi attendre en effet le 80e anniversaire dans 2 ans pour rendre hommage à des vétérans chaque année moins nombreux et chaque année plus faible? Pourquoi si peu d'emphase cette année alors que généralement Emmanuel Macron est plutôt accusé de l'inverse, s'interroge Laurent Marchand. Loïc Hervé, le président de la République a-t-il manqué un rendez-vous diplomatique important hier en Normandie? Écoutez, j'en sais rien. Moi, je découvre cette polémique ce matin. Je crois que le ministre des Armées était présent en Normandie hier, il me semble, pour avoir suivi ça. Je me méfie énormément de cette culture permanente de la commémoration et de l'utilisation des commémorations à des fins politiques conjoncturelles. Je m'explique. Le débarquement du 6 juin 1944, c'est un événement historique en soi. Je vois pas je veux bien entendre que dans le cadre de ces commémorations, il puisse y avoir des relations diplomatiques. On parle du format Normandie, c'est pas pour rien, puisque les négociations, les discussions qu'il y a pu avoir entre Russes et Ukrainiens,
historiques ont eu lieu à l'occasion notamment de ces commémorations. Mais utiliser les commémorations elles-mêmes pour leur donner un sens contemporain, c'est une forme de récupération dont les observateurs, de la même manière, auraient pu accuser l'exécutif en disant « est-ce que c'est bien tout à fait la même chose ?» etc. Donc moi je pense qu'il faut préparer avec beaucoup de soin le 80e anniversaire. Pour avoir été, moi, en tant qu'officier de réserve, il y a maintenant 18 ans, le 6 juin 2004, pour accompagner les vétérans américains qui avaient 20 ans de moins, ou 18 ans de moins, ce sont des moments importants, mais c'est vrai que habituellement, c'est plutôt les anniversaires des 10 ans ou les anniversaires en 5 qui sont commémorés. Voilà, donc... Moi, j'accuserais pas le gouvernement d'avoir mal fait. Je pense que les commémorations sont toujours très belles en Normandie. Elles sont faites surtout par des acteurs de terrain. Moi, j'ai des amis qui étaient en Normandie encore hier. Et donc, moi, je ferai pas ce type de polémique parce que je pense que ça n'est pas rendre service ni à nos vétérans, ni à la situation politique internationale. Yves-Marie, il nous reste très peu de temps. On parle d'écologie dans Ouest France avec cette décision de l'Union européenne d'imposer aux compagnies aériennes l'utilisation de biocarburants pour leur flotte. De nouvelles contraintes qui s'étalent entre 2025 et 2050. Effectivement, après 2 années de palabres, les ministres européens des Transports viennent enfin de se mettre d'accord. Progressivement, l'usage des carburants non fossiles va s'imposer dans les aéroports européens. Ces biocarburants doivent être issus de déchets, huiles usagées, graisses animales, déchets agricoles ou obtenus par synthèse chimique. Donc, vous l'avez dit, selon le calendrier européen, ce sera 2% de biocarburants dans le kérosène en 2025, 6% en 2030, 20% en 2035 et 63% en 2050. Alors pourquoi si peu et si vite, me direz-vous ? Eh bien parce que les capacités mondiales de production de biocarburants pour les avions sont très faibles, et puis ces carburants non fossiles sont également chers, 3 à 10 fois plus coûteux que le kérosène. Mais cela devrait changer. Les énergéticiens investissent actuellement pour augmenter les volumes et faire baisser les prix. Total Energy a déjà ainsi commencé à produire ce biocarburant dans plusieurs de ses raffineries. Problème, les compagnies aériennes européennes redoutent un surcoût en carburant que ne subiront pas leurs concurrentes décollant surtout d'aéroports extérieurs à l'Union. Air France-KLM réclame donc la décarbonation du transport aérien à l'échelle mondiale. Loïc Hervé, dernière question et rapidement, on le voit, l'Europe avance dans ses politiques environnementales. La France est-elle à la hauteur ? Vous voyez le paradoxe ? À chaque fois qu'on essaye au niveau européen d'être plus vertueux que les autres, on se dit oui, mais alors on est en compétition avec les autres. Moi, je trouve que la question... Je suis très attaché à l'aéronautique et comme industrie et comme moyen de liberté et de connexion entre les hommes tout autour de la planète. Donc, je pense que la question de l'évolution de l'avion électrique, des évolutions des carburants des aéronefs est quelque chose d'extrêmement important. Et donc moi, je pense que ces décisions vont dans le bon sens et qu'elles doivent permettre une mutation de ce secteur économique très important. Merci beaucoup Yves-Marie Robin pour votre intervention. On va regarder la une de Ouest France aujourd'hui, consacrée donc au D-Day avec cette absence des chefs d'État et de gouvernement cette année. Loïc Hervé, on va parler très brièvement pour conclure des élections législatives. Alors je le précise, vous faites partie des centristes. C'est le parti d'Hervé Morin qui dans ces élections est allié avec les Républicains dans certaines circonscriptions. Pourquoi pas une alliance avec la majorité présidentielle en tant que centriste ? Vous avez quand même certaines convergences d'idées et vous auriez pu gagner peut-être plus de sièges alors que les LR sont un peu en difficulté. Il n'y a pas eu de négociation entre l'UDI ou les centristes et la majorité présidentielle. Ce qui est important pour moi au moment où on se parle, c'est-à-dire à quelques jours du premier tour des élections présidentielles, c'est que le Parlement, notamment l'Assemblée nationale, soit représentatif d'une forme de biodiversité politique et qu'on ne résume pas le match pendant 5 ans à une opposition entre la majorité présidentielle, notamment La République En Marche, et NUPS, enfin LFI et ses alliés. Pourquoi ça ? Parce que la vie politique française est complexe et qu'on voit bien même au Sénat que cette diversité, elle s'exprime. Et cette diversité, elle est riche dans le travail parlementaire. C'est la raison pour laquelle il est important que des élus centristes soient au Parlement, continuent d'être au Parlement, parce qu'ils apportent une tempérance, une modération, des convictions européennes de décentralisation qui n'existent quasiment plus dans d'autres familles politiques, où soit l'opposition systématique détruit toute possibilité de construction en commun, soit une espèce de relativisme général où tout le monde pense un peu tout et n'importe quoi, sans qu'il y ait une espèce de
doctrine un peu claire dont nous avons besoin pour affronter les 5 années qui viennent, qui vont être compliquées sur un plan politique. Donc biodiversité, avec des députés qui doivent être libres et indépendants, c'est-à-dire qui aient la capacité, en âme et conscience, de voter des textes ou de s'opposer à d'autres textes. Biodiversité politique, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Loïc Hervé d'avoir été notre sénateur du jour. Dans 20 minutes,